L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Salut à tous, bienvenue dans l'après-ski, nouvelle émission, une émission qui aura une petite teinte du Chablais vaudois avec nos deux invités. Il revient de Norvège, il a participé aux courses de Coupe d'Europe, il a réalisé ses meilleurs résultats en Coupe d'Europe, c'est Loïc Schaap. Salut Loïc. Salut. Et on a également avec nous l'un des consultants les plus connus de Romandie, Hugues Ansermo. Salut Hugues. Salut. Alors avec vous, on va évidemment parler, vous êtes des spécialistes de l'Amérique du Nord, on va revenir sur le système de formation du ski en Amérique du Nord. Loïc, tu as étudié et tu as fait du ski en Amérique du Nord. Hugues, tu étais entraîneur au Canada durant plusieurs années. On va également parler de ta carrière actuelle, Loïc. Mais avant ça, on va revenir sur les courses du week-end. Et évidemment, le triplé suisse, la victoire de Marco Odermatt lors de la descente de Garmisch devant Alex Simonet et Stéphane Rogentin. Hugues, Audi, il avait peut-être une petite revanche à prendre après les Jeux Olympiques. Ok, il a ramené 3 médailles, mais il n'avait pas eu l'or. Oui, en tout cas, ça a été une démonstration assez incroyable de sa part. Et puis après, faut vraiment relever la course d'Alexis parce que je dis que quand Audi est arrivé, que j'ai vu la course, j'ai dit là... Je crois que là, il voulait montrer quelque chose et voir Alexis même devant, qui échoue à 4 centièmes. C'était vraiment d'un haut niveau. C'était vraiment une piste difficile ce jour-là. Loïc, Alexis, c'est un très bon pote à toi. Tu suis évidemment ses courses. D'ailleurs, tu as regardé sa descente. Comment tu l'as analysé 4 centièmes, Hugues l'a dit, à ça d'une première victoire cette saison. Ouais, on est en Norvège justement, on a les courses et puis après à la fin j'ai vu que je reçois la notification qu'Alexis partait, j'ai dit faut vite regarder. On a regardé et c'est vrai que quand il avait presque une demi-seconde d'avance, je me suis dit là ça va le faire et puis après les 4 centièmes étaient presque amers mais je crois qu'il est vraiment content, c'est vraiment une belle course. Puis comme Hugues il l'a dit, c'est le seul qui a rivalisé avec Odermatt. Donc c'était cool. Ouais, tous les autres Suisses, tous les autres skieurs étaient relégués pratiquement à la seconde par rapport à Marco Odermatt et Alex Simonet. Hugues, qu'est-ce qui t'impressionne dans cette équipe de Suisse, cette homogénéité de cette équipe de vitesse? C'est sûr que c'est incroyable. Puis on voit vraiment le sommet de l'iceberg, mais derrière, le groupe où se trouve derrière est aussi vraiment très très fort. Et on voit qu'il y a des Mijano qui arrivent cette année et tout de suite, ils arrivent à être au niveau. C'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'on a l'impression que n'importe quel jeune peut arriver et il va pouvoir tout de suite faire sa place. Parce que je dirais, on a beaucoup de peine de l'autre côté chez les filles où les jeunes prennent énormément de temps. On a l'impression que le saut de la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde est très grand. Et là le niveau déjà est énorme chez la Suisse, mais en plus, derrière, il y a un réservoir qui est vraiment rempli à la suite. Un réservoir auquel tu appartiens, Loïc, tu fais partie des meilleurs descendeurs suisses en Coupe d'Europe. Pour vous, d'avoir ces têtes d'affiche devant, ça vous tire en avant ou c'est un peu frustrant parce que vous n'avez pas forcément la place pour arriver puis pour venir montrer vos capacités en Coupe du Monde? Je pense que c'est un peu des deux. C'est clair que si le niveau est autant haut, c'est que le système marche bien, qu'il y a des bons coachs, des bonnes pistes d'entraînement. Donc ça, c'est clair qu'on est conscient de la chance qu'on a par rapport à peut-être d'autres nations. Et après, c'est clair que le revers de la médaille, c'est qu'il y a énormément de densité. Puis du coup, c'est dur de faire sa place. Moi, je reviens des États-Unis maintenant, donc j'ai dû repartir un peu de zéro. Donc j'essaye. Pour l'instant, je suis content de comment ça se passe en vitesse. Mais c'est clair que ça prend plus de temps que peut-être si on était dans un autre pays puis qu'on aurait déjà la chance de faire les Coupes du Monde. Les skieuses se trouvaient sous le soleil d'Andorre à El Tarter, Soldeu. Corinne Souter, victorieuse en descente, podium également en Super G. Elle avait été blessée en début de saison. Hugues, elle est passée un peu au travers des Jeux Olympiques. Qu'est-ce
Quel est le déclic pour que tout d'un coup, elle soit de retour aux avant-postes durant ce week-end? Je pense que beaucoup de monde aimerait savoir comment a été le déclic, parce que passer de ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques, où on la voyait vraiment perdue, je dirais, des endroits sur la piste, tout à coup, il y avait des petits coups de frein, les skis en travers, et tout à coup là, agressive. Bon, je pense, la piste lui a convenu. Il y a eu une petite période après les Jeux Olympiques. Je pense qu'il y avait... C'est vrai que les Jeux Olympiques, il y avait une pression énorme, parce qu'elle était revenue que pour ça de sa blessure, et je pense que ça a été... Elle était la tenante du titre en plus en décembre. Voilà, exactement. Et puis elle se sentait pas prête. Elle s'est blessée 2 fois sur cette piste à Cortina, même si elle était championne du monde là-dessus. Il y avait beaucoup de choses, et tout à coup elle trouve une piste qui lui a convenu, il y avait des beaux sauts, beaucoup de sauts, mais à part ça, c'est une piste où vraiment elle pouvait attaquer. Et c'était ce qu'il fallait. Il aurait fallu avoir ça avant les Jeux Olympiques, ça aurait été mieux, mais non, en tout cas, on a vu une autre Corinne Souter. C'est aussi peut-être un effet de confiance, qu'on se sent à l'aise sur une piste, on arrive plus facilement à lâcher les skis. Ouais, clairement, je pense que en revenant de blessure, c'est clair que la confiance, ça prend plus de temps à avoir. Et puis là, je crois qu'elle l'a dit, j'ai vu l'interview, c'est le fruit du travail plutôt qu'un déclic, c'est vraiment la continuité du travail. Et puis ça, c'est clair que ça joue un gros rôle. Hugues, toi qui suis le circuit féminin depuis de nombreuses années, tu as été entraîneur de l'équipe de Suisse féminine, de l'équipe canadienne féminine. Si on s'arrête sur cette équipe de Suisse, on a un peu peur pour l'après-Crans-Montana 2027, avec les futures retraites annoncées de Lara Gut-Beramy, de Michel Guizine. Il y aura peut-être un trou générationnel qui va arriver. On a peut-être Mallory Blanc, Janine Schmidt, mais comme tu le disais auparavant, ce trou générationnel, est-ce qu'il t'inquiète? Ah oui, il m'inquiète. On a déjà vu cette année, au moment où Lara Gut-Beramy n'était pas là. Heureusement qu'il y a eu Camille vraiment en géant, sinon on se trouvait qu'avec une équipe de slalom presque. Il y a Camille en géant, mais derrière Mallory s'est trouvée poussée au premier loge tout de suite, et même si elle a fait des choses fantastiques comme à Crans-Montana, elle est encore jeune, elle est irrégulière, il n'y a pas toutes les pistes, elle ne connaît pas les pistes, et puis elle doit encore se faire un peu de place. Aussi, je pense que physiquement, mentalement, tout ça, elle a besoin de travailler encore, et il y a un énorme talent là, mais voilà, il ne faut pas la griller, parce que c'est elle qui doit sauver l'équipe suisse. Et c'était un peu ce qu'on avait peur. Et elle a très bien géré, je crois, ça jusqu'à maintenant. C'est bien si Corinne revient, mais c'est vrai que l'année prochaine, encore Wendy Holdener qui probablement va arrêter aussi, même en slalom, toutes les disciplines. Heureusement en slalom, il y a Camille Rast, il y a quand même Mélanie aussi un petit peu. Fin 2027, ça risque d'être problématique. Voilà, il y a du travail à faire. J'ai bien aimé, j'ai vu des Coupes d'Europe de géants, et là j'ai trouvé qu'il y avait une équipe assez sympa, une discipline qui est d'habitude assez faible. Il y a une bonne équipe là, avec Soupiller, avec Daniel Allenbach. Là, on a une belle équipe jeune. Donc, j'espère que ça va retirer dans les autres disciplines aussi. Également en vitesse. Et même en vitesse, exactement. C'est ça le problème. On a un peu peur de ce qui va se passer en vitesse. On va se concentrer maintenant un peu sur toi, Loïc. Il y a 4 ans, 2022, tu décides de franchir le pas, de partir aux États-Unis, poursuivre tes études et continuer à poursuivre ta passion, le ski. Pourquoi ce choix ? Je pense que c'était un peu pour s'ouvrir d'esprit, pour changer un peu du cadre ici en Suisse, qui est quand même très, très strict et tout ça. C'est vrai que de partir aux États-Unis, pouvoir continuer les études, et même parce qu'avant j'étais à Unidistance, c'était tout en ligne à la maison. Là, j'avais envie vraiment de rencontrer des gens, aller en classe, avoir une vraie vie d'étudiant en fait. Je faisais un bachelor en économie, c'est ouais, juste. Exact. Et un certificat en immobilier aussi par après. Mais du coup, c'était vraiment pour l'expérience de vivre la vie d'étudiant tout en continuant en sport de haut niveau. Et c'est vrai que là-bas aux États-Unis, ils sont très forts pour ça, pour mêler les deux environnements. Tu avais dit avant de partir que tu avais peur de vraiment te lancer. Qu'est-ce qui t'a fait décider ? Tu as par exemple discuté avec Tanguy Neve qui l'avait également fait par le passé. Ouais, exact. Lui, il a bien montré la voie. Je pense que c'est un peu le premier en Suisse qui est parti et qui est revenu ensuite à haut niveau. C'est vrai que quand on est jeune, on se dit, on rêve toujours de Coupe du Monde. Du coup, on se dit, est-ce que ça va freiner notre carrière ou pas ? Et puis, c'est vrai qu'en parlant avec lui, il disait, pour lui, pas du tout. C'est plutôt une chance de s'ouvrir, d'avoir une sécurité, de faire un diplôme pour être plus sûr et pas avoir que le ski à côté. Et aussi mentalement, c'est vrai qu'on pense pas du tout, on pense pas que au ski. On a les études, on a les examens,
on finit la course, on doit rendre un devoir, donc on doit se dépêcher d'aller à la maison. Donc c'est un peu une mentalité différente et puis c'est vrai que Tanguy m'a bien aidé là-dessus. Hugues, toi tu entraînais au Canada, tu devais également gérer, je pense, des athlètes qui faisaient partie de ce système. Tu y vois un avantage dans la formation, dans la post-formation des skieurs? Oui, ben aussi, ça permet aux athlètes. Le ski coûte très cher, aussi dans le système universitaire, mais enfin, c'est vrai que certains athlètes pouvaient avoir des bourses d'études qui leur permettaient d'aller aux États-Unis. Et ça leur permettait de rester dans le système sans payer autant que s'ils étaient à l'équipe canadienne. On sait qu'à l'équipe canadienne, même les meilleurs payent des grosses sommes. Donc, c'était un système. Puis vraiment, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a tout est là. Après, il faut vraiment bien se gérer, hein, parce que les choses sont là, la salle de musculation est là, les entraîneurs sont là, les pistes sont là. Mais après, il y a beaucoup de choses que je pense que Loïc a dû organiser lui-même. Faut aller, si on veut faire de l'entraînement en plus, des choses sur l'été pour s'entraîner, il faut trouver des solutions. Donc il y a beaucoup de choses, il faut savoir se gérer et puis être très motivé. Mais par contre, c'est vrai que c'est un super système. Surtout que tu étais livré à toi-même, tu ne faisais plus partie des cadres de Swisski, c'est ça aussi qui t'avait peut-être motivé à partir aux États-Unis. Comment tu te gérais justement? C'était quoi un peu tes journées types? Quand on est à l'école, en général, on bloque le matin pour les entraînements. L'hiver, on skie le matin. Et puis ensuite, on essaie de prendre les cours que l'après-midi. Du coup, on va s'entraîner sur les skis. Ensuite, on revient et on va en cours l'après-midi. Et puis, tout ce qui est automne et printemps, ça, c'est un peu plus libre, les horaires de classe. Mais après, on met toujours un entraînement dans la journée, si possible, avec toute l'équipe. Et puis voilà. Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Parce que tu as reçu une bourse pour aller là-bas, mais je dis, c'est très cher. Le ski, c'est encore beaucoup plus cher en Amérique du Nord qu'en Suisse. Quels sont les coûts? Comment on gère en tant qu'athlète et également peut-être en tant que coach? Je pense que sans bourse, c'est clair que j'y serais pas allé. Ça coûte super cher, même rien qu'en fait les frais scolaires. Là-bas, c'est vraiment très très cher. Après, une fois qu'on fait partie de l'équipe de ski, en général, les frais du ski sont pris par l'université. Mais la bourse, en fait, les bourses qu'on reçoit, c'est pour payer le côté académique. Et puis que c'est vrai que si on n'a pas de bourse, on paye vite 50, 60, voire 80 000 $ par année. Donc, c'était pas envisageable pour moi. Tu parlais avant, Hugues, que pour les athlètes, c'était très cher. Est-ce qu'on perd également certains bons éléments qui n'ont pas forcément les moyens de continuer le ski? Oui, en Amérique du Nord, en tout cas moi quand je travaille au Canada, il y a très très peu d'athlètes qui arrivent d'un niveau modeste. Il ne faut pas rêver. Il y a essayé à certaines stations, il y avait un temps Whistler Mountain avait vraiment fait une sorte de bourse pour essayer d'aider certaines familles. Mais sinon, ce qui coûte cher, c'est rien que les courses, les inscriptions aux courses. Une semaine de course de vitesse, par exemple, peut coûter 500 à 1000 $ d'inscription, juste entre l'inscription et les abonnements sur place. Donc, à titre de comparaison, en Suisse, c'est en Suisse, voilà, on va pas je dirais, là, je parle que l'inscription et la course, qu'on ne payera pas en Suisse. Si on fait une course en Suisse, on n'aura pas une inscription et pas d'abonnement de ski. On paiera le logement, c'est tout. Donc, il y a des différences énormes de prix, oui. Et surtout pour monsieur et madame tout le monde qui veut ou qui veulent aller skier aux États-Unis, une journée de ski, c'est presque 200 francs selon les lieux. C'est assez fou. Tu as découvert en fait un autre décor. Ouais, on a beaucoup voyagé pour le ski. J'ai fait toutes les stations en Utah, Colorado. Je suis allé en Alaska, au Canada, Lake Louise. Je suis allé au Québec. Enfin, je suis allé à la côte est, Vermont. J'ai vraiment fait beaucoup. Et c'est vrai que les prix, des fois, heureusement qu'on ne payait pas nous, parce que des journées à 200, 250 $, on y réfléchirait à deux fois. Et puis là, vu que c'était pris en charge, c'était cool, on a pu découvrir beaucoup de stations. C'est vraiment le rêve américain, lorsqu'on part aux États-Unis, suivre sa passion. Ouais, c'est vraiment, on rentre dans un autre monde, en fait. Notre petite Suisse, qui est toute chou, qui est toute petite, on arrive là-bas, on fait des 8 heures, des 10 heures de voiture 2 fois par semaine, c'est complètement différent. Et puis la grandeur du pays, la grandeur des choses, les voitures, tout, c'est vraiment c'est l'extrême là-bas. Quel souvenir toi tu gardes de tes années de coach au Canada? C'est vrai que les distances déjà, c'est vrai que on conduit toute la journée ou bien on prend l'avion juste pour aller faire des courses parce que mais moi j'ai adoré mes années là-bas. C'est vrai que c'était vraiment une expérience fantastique. J'adore ce mode de vie qu'ils ont là-bas, mais c'était frustrant, je dirais, des fois en tant qu'entraîneur justement.
au point de vue de ne pas avoir les moyens, tellement ça coûtait cher, de peut-être pouvoir faire ce qu'on voulait comme entraînement, d'avoir les pistes. Aussi les pistes, ils ne vont pas garder les meilleures, c'est compliqué d'organiser des entraînements, d'organiser des courses, on demande beaucoup aux athlètes. Et je préférais, j'essayais dès le début, quand j'ai entraîné là-bas, j'ai amené beaucoup mes athlètes en Europe pour revenir s'entraîner ici plutôt. Ça nous coûtait beaucoup moins cher, même avec le vol, que rester là-bas. C'est fou ça, ouais. quand on y pense. On parle beaucoup des coûts pour le côté négatif, mais il y a quand même des côtés positifs de ce système nord-américain. Ouais, ben après, c'est déjà aussi la grosse différence en tant qu'athlète, c'est la neige. La neige, il y a quand même un temps d'adaptation, c'est pas du tout la même. Mais après, ben, c'est clair que rien qu'au niveau de l'expérience de vie, c'est moi, en fait, avant de partir, je me suis dit ça, si j'y vais pas, je risque de regretter toute ma vie. Tandis que habiter aux États-Unis, ben, c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Puis du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs d'être parti, en tout cas pour moi. Toi, Hugues, quel est le positif de ce système nord-américain ? Bon, le système, qu'on parle de système école et ski ensemble, les universités, c'est tant que ça fonctionne bien. Il y a vraiment un système très compétitif. Il y a eu toujours beaucoup de Norvégiens qui sont venus, qui ont amené un très haut niveau. Donc le niveau quand même de ski est haut. En même temps, sur les courses universitaires. Universitaires et les NORAM, ça amène. Même les NORAM, s'il n'y a pas d'Européens qui viennent, maintenant il y a de plus en plus d'Européens, mais avant il y avait peu d'Européens. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait des bons numéros de dossards, il y avait une possibilité de partir avec des bons numéros, et puis d'avoir quand même des courses de haut niveau, parce que les meilleurs devant étaient vraiment beaucoup de Norvégiens. Les Norvégiens ont utilisé ce système bien avant nous pour justement. Beaucoup sont revenus dans l'équipe Norvège par le système universitaire américain, et maintenant les Suisses, c'est depuis Tanguy qu'on a découvert ça, mais eux ils avaient déjà 10-15 ans d'avance sur nous. Ouais, ça fait des émules. D'ailleurs, tu es passé par les courses universitaires, ensuite évidemment le circuit NORAM qui est le pendant des Coupes d'Europe en Amérique du Nord. Tu l'as dit, tu as fait un bachelor en économie, après tu as fait un immobilier, tu as fait un certificat en immobilier. Pour toi, aller aux États-Unis, même en suivant tes études à côté, tu disais que c'était un peu ta dernière chance pour essayer de sauver ta carrière, parce que tu es parti, tu avais quand même déjà 22 ans, non, 21 ans. Ouais, je venais de fêter mes 22 ans. Je voyais pas ça comme la dernière chance, je voyais plutôt comme un nouveau départ. Justement de voir quelque chose de nouveau et de continuer les études. Et puis c'est vrai qu'avec la densité actuelle en Suisse, quand on est jeune, c'est dur de se faire sa place. Et du coup, je me suis dit, si je pars là-bas, je me laisse quelques années à me développer comme je veux, enfin au rythme que je veux. Et puis, si je veux aller faire des NORAM, je peux aller faire des NORAM, tandis que les Coupes d'Europe, les places étaient chères. Donc en fait, j'ai plus vu ça comme un autre moyen de réussir, mais en étant moins poussé, en ayant moins de pression de Swiss Ski, qu'il faut absolument faire des résultats et tout. Je savais que si même je faisais une saison qui était moins bien et que j'avais pas de résultats, je savais que j'allais continuer à rester dans l'équipe et refaire des NORAM, et du coup c'est vrai que ça met un peu moins de pression de temps, par exemple. Les coachs de Swiss Ski suivaient ta progression aux États-Unis ? Un peu, ouais, j'en ai eu 2-3 qui m'ont écrit de temps en temps, et puis je pense qu'ils regardaient tous les résultats. Oui, je pense que la plupart suivent quand même. Hugues, est-ce que le circuit NORAM est aussi compétitif que la Coupe d'Europe, selon toi ? Non, comme j'ai dit, il y a peut-être une grosse densité, mais les 15 ou 20 premiers de la NORAM, il y a la même chose en Coupe d'Europe sur les 60 premiers. Donc c'est là que c'est beaucoup plus difficile de faire sa place. Et c'est l'avantage. Moi, ce que j'ai aimé en Amérique du Nord, c'est qu'aussi, comme il disait, mais aussi pour l'équipe nationale, moi, j'arrivais là-bas avec énormément de liberté. On entraîne un groupe, voilà. De toute façon, dès qu'on part, on est vite tellement loin des bureaux de la fédération qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc, on avait vraiment beaucoup de liberté pour faire ce qu'on voulait, essayer de faire un plan vraiment un peu... C'est ça que j'ai beaucoup aimé, beaucoup appris aussi. Ça m'a permis, en tant qu'entraîneur, de me développer. Et puis pour les athlètes, justement, et les NORAM, on peut les utiliser et ça nous permet de progresser. Puis après, de venir en Coupe d'Europe avec déjà des numéros bien meilleurs. Tu parlais des Scandinaves qui ont été un peu les précurseurs en allant en Amérique du Nord. Il y a eu plusieurs Suisses maintenant. Donc toi, est-ce que c'est vraiment un parcours que tu recommandes ? Clairement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. C'est vrai que moi, je recommande. Après, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais je pense que de tenter le coup, si vraiment on n'aime pas, on peut toujours rentrer à tout moment. Et on apprend beaucoup plus de partir que de ne pas partir et peut-être regretter toute sa vie.
Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des Norvégiens qui skient très très fort là-bas. C'est vrai qu'en course unie, j'étais pas forcément tout devant. Je me battais pour les victoires, mais c'est vrai que le niveau est très haut, donc ça nous pousse fort encore là-bas aussi. Hugues, tu conseillerais aux jeunes en haut au Diableret qui dit je sais pas. Bon, il faut déjà aimer les études. Hein. On part pas comme ça juste pour. Il faut déjà avoir un but scolaire. Ça c'est important. Et puis après, oui, idéalement aller dans une des universités. Il y a différents niveaux de ski, je dirais. Il y en a qui sont vraiment spécialisés, qui vont vraiment. C'est un des grands objectifs. Ils donnent des bourses plus facilement que d'autres. On va pas dans une université au Texas, voilà. Ouais, par exemple, un Tanguy avait peut-être pas choisi l'université où il avait la plus grosse bourse. Lui, il avait aussi choisi du côté académique ce qu'il voulait faire. Hein. Il est parti à Dartmouth parce qu'il voulait vraiment étudier là-bas. Et voilà, c'était un gros risque aussi. Il a dû payer plus de sa poche que ce qu'il avait été dans une autre. Mais on a vu les résultats, ça a très bien marché. Donc voilà, il faut avoir un but scolaire. Et puis après, alors il faut vraiment être prêt à devoir se gérer soi-même et profiter de tout. Hein. J'en connais plein qui sont partis là-bas, puis quand tout à coup, la vie américaine, ils ont pris le bon côté de la vie américaine, mais le côté sportif, ils ont vite laissé tomber. Lui, quand tu es rentré, tu as dit que c'était les 3 meilleures années de ta vie. Exact. Ouais, c'est clairement ça. C'est où je me suis découvert un peu d'une autre façon. Enfin, je peux que recommander à tout le monde. Et puis moi, en tout cas, c'était vraiment les 3 meilleures années de ma vie. Séjour américain qui t'a réussi, puisque tu as pu réintégrer les cadres de Swiss Ski, participer aux courses de Coupe d'Europe. On va y revenir dans quelques instants, mais tout de suite, une page de pub. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. On est de retour sur le plateau de la Presqu'île, toujours en compagnie de nos 2 invités, Hugues Ansermo, Loïc Chable. Loïc, tu as passé 3 années de ta vie entre Salt Lake City et Denver. Tu es de retour à Villars, retour sur le front de la Coupe d'Europe également, à 25 ans. Beaucoup disent que c'est tardif, mais toi, comment tu juges ? Ouais, c'est clair que quand je fais les courses FIS, je me sens un peu vieux. Après en Coupe d'Europe, ça va, mais c'est clair qu'aux yeux des gens, 25 ans, on est déjà censé être en Coupe du Monde. Après, moi, je le vois pas comme ça. J'ai fait un diplôme, j'ai fait un bachelor, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Du coup, c'est clair que ça pousse un peu tout plus loin. Donc, moi, je me sens pas vieux et j'ai encore l'impression de progresser. Donc ça me va. En même temps, tu as le temps, tu nous le disais hors plateau, que tu t'entraînes avec Sarah Schlepper, l'américano-mexicaine qui a passé 50 ans, qui est toujours aux Jeux Olympiques. Donc ça va. Ouais, c'est cool. Je m'entends super bien avec. Elle a organisé des camps pour les jeunes et du coup, je l'ai aidé à coacher pour pouvoir m'entraîner aussi moi. Et puis c'est vrai que je l'ai beaucoup suivi, je lui ai écrit des messages là, c'est un spécimen. Elle est un peu dans son monde, mais elle est vraiment adorable. Et puis c'est clair que 50 ans, elle skie encore les JO, c'est incroyable. Avec son fils, donc ils étaient mère et fils aux Jeux Olympiques à Cortina cette année. Toi, tu l'avais coaché Non, tu l'avais pas coaché. Elle était américaine, mais elle était sur cette. Quand j'entraînais les Canadiennes, elle courait pour les États-Unis. Et voilà, donc on a couru contre elle, mais on a été sur le circuit nord-américain et les Coupes du Monde ensemble. Ouais. Hugues, tu juges qu'il y a peut-être une différence de philosophie désormais à Swiss Ski. On laisse peut-être éclore ces jeunes talents comme Loïc plus tardivement, alors qu'avant on avait peut-être tendance à dire si t'es pas performant à 18, 20 ans, on t'écarte. Oui, c'est clair que ça a beaucoup changé. C'est une raison pour laquelle la Suisse a autant de succès maintenant. On voit des gens qui ont une 2e, 3e chance qu'on n'avait pas avant. C'est aussi une question financière.
Moi, je me rappelle des sélections de Swisski où on disait, voilà, on a de l'argent pour tant de coureurs. Déjà, il faut biffer tous ceux qui ont été blessés, on n'a plus de place pour eux parce qu'on n'a pas d'argent l'année prochaine. C'était ça il y a 20 ans en arrière. Maintenant, Swisski, grâce au travail qui a été fait, je dirais, a assez d'argent pour pouvoir justement garder le monde dans son système et permettre aux gens de prendre leur temps qu'il faut si on y croit. Il y en a qui éclorent plus tard que d'autres. L'exemple parfait, je pense, c'est Thomas Tumler qui a dû attendre passer 30 ans vraiment pour s'installer parmi les meilleurs géantistes. Oui, non, exactement. Hein, et on a eu d'autres qui sont venus très tard. Daniel Settet qui était entré à Swisski à quel âge? À 28 ans, 29 ans, la première fois qu'il est entré à Swisski. Bon, il se bat toujours maintenant, des fois, retourne en Oram ou quelque part, mais c'est vrai que de savoir que si on a les résultats, c'est égal quel âge on aura sa chance. Loïc, tu étais comme ta sœur, tu étais slalomeur à la base, et petit à petit, tu es devenu un spécialiste de vitesse, un peu par la force des choses. Cela t'étonne? Ouais, c'est clair que j'ai toujours aimé le slalom, même encore maintenant. J'ai dit à mes coachs, ils m'ont demandé si je voulais faire au championnat suisse le slalom. J'ai dit bien sûr, ça me manque. Mais c'est clair que après la carrière, elle va aussi souvent, on a les résultats. Et puis aux États-Unis, on est obligé de faire slalom et géant. Les courses universitaires, c'est que ça. Du coup, jusqu'à ce printemps, j'ai fait que ça, très peu de vitesse. Et puis ensuite, quand je suis rentré, j'ai fait quelques courses l'année passée en vitesse, ça s'est bien passé. C'est grâce à ça que je suis rentré à Swisski. Et puis du coup, maintenant, je me suis tourné plus vers le géant et vitesse. Et puis c'est vrai que j'ai un peu des problèmes de genoux qui me péjorent plus en géant qu'en vitesse. Donc c'est où je m'exprime le mieux actuellement, c'est la vitesse. Tu vas te prédestiner à vraiment te concentrer sur les disciplines de vitesse lors des prochaines années, quitte à laisser la technique de côté? Ouais, alors le slalom, c'est sûr que non. Après le géant, même si on fait de la vitesse, l'entraînement, ça reste beaucoup de géant. Parce que c'est la base, on est obligé de skier bien en géant. Et c'est clair que si j'aimerais bien que ça aille bien en géant, il y a peut-être un peu plus de place actuellement en géant qu'en vitesse. On voit là, en vitesse, c'est bouché un peu partout. Donc j'aurais préféré réussir en slalom ou en géant, mais c'est comme ça. Et c'est clair que le géant, dans l'entraînement, c'est sûr que je vais le garder. Hugues, comment tu analyses la progression, le développement de Loïc? Oui, moi je le connaissais comme slalomeur du temps où il était au NLZ et tout, c'est vrai. Mais voilà, j'ai vu d'un coup ses résultats en Super G à la fin de l'année passée, là, au Noram et tout, qui commencent à être très bons, qui l'ont permis de... Et puis voilà, on se découvre. Hein. On voit le physique aussi qu'il a quand même. Il a un physique aussi. Il a pris de la masse, c'est ça? Il a pris de la masse. Un petit peu, ouais. C'est pas que les burgers. On voit quand même au point de vue grandeur. Je parle pas aussi de l'argent, mais surtout de grandeur et tout. Et voilà, c'est sûr que c'est un avantage quand même dans les épreuves de vitesse aussi. D'ailleurs, ce week-end, en Norvège, à Oppdal, tu as réalisé tes meilleurs résultats en Coupe d'Europe. Descente 5e, Super G 7e. Tu progresses à vitesse grand V alors que tu viens de vraiment te faire tes débuts en vitesse en Coupe d'Europe. La Coupe du Monde, c'est dans un coin de la tête? C'est vrai qu'avant cette semaine, pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il y avait la marche était haute. C'est vrai qu'après cette semaine, on se dit, en fait, ça peut aller très vite. Malheureusement, en Suisse, il y a une grosse densité, donc peut-être ça prend un peu plus de temps. Mais c'est vrai que là, on se dit, en fait, on est là à jouer devant en Coupe d'Europe, donc pourquoi pas la Coupe du Monde bientôt. Ouais, ça va être peut-être un objectif d'ici un ou 2 ans. On parle souvent, Hugues, de peut-être réformer ce système de Coupe d'Europe. Il y a toujours le top 3 à la fin de chaque saison sur chaque discipline qui a une place fixe en Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur moyen de mettre davantage en vitrine ces athlètes qui performent en Coupe d'Europe? Par exemple, le top 5 d'une course qui peut aller directement faire la course suivante en Coupe du Monde. C'est une discussion qu'on a depuis très très longtemps. Quand j'étais en Coupe du Monde, on en parlait déjà. On avait parlé de faire des courses de qualification, d'avoir une semaine de Coupe d'Europe. Et les meilleurs sont qualifiés pour la Coupe du Monde la semaine suivante, peut-être sur la même piste ou sur des pistes différentes. Il y avait beaucoup de choses qui ont encore été discutées. Et justement, j'étais délégué technique dans les Coupes d'Europe et je parlais pas mal avec le responsable de la Coupe d'Europe de femmes, que je connais bien. Et c'est vrai que malheureusement, la FIS doit vraiment investir beaucoup plus dans la Coupe d'Europe pour la visibilité, pour essayer de le soutenir encore, parce qu'on voit... on parlait justement qu'une semaine avant, il y avait je ne sais plus quelle course en Coupe du Monde où il y avait 50 personnes de la FIS qui étaient là et lui, il était là tout seul aux Coupes d'Europe à s'estrier, avec un assistant pour le matériel et puis moi comme délégué technique. Et voilà, je crois que là, il y a du travail à faire aussi de ce côté-là. Surtout qu'au Diablerets, vous organisez également
une ou Il y a l'autre année des Voilà. courses de Coupe d'Europe. Donc, c'est aussi pour davantage mettre également en vitrine ces stations qui veulent se développer également sur le circuit, sur les circuits de Coupe d'Europe. Après, il faut que la Coupe d'Europe, il y ait des belles pistes, qui soient, voilà, parce que on a toujours parlé que c'était tellement un pas tellement haut de passer des pistes de Coupe d'Europe à Coupe du Monde, donc il faut qu'il y ait des belles pistes. Mais après, ça coûte cher. Les stations, voilà, une station pour organiser une Coupe d'Europe, ça coûte de l'argent. Il y a du support Suisse qui donne quelque chose si on organise en Suisse, mais Les retours. il faut quand même, voilà, il y en a pas a beaucoup. pas. Donc il faut trouver quand même des sponsors, il faut pas mal de support. Et ça manque encore vraiment de faire monter ce niveau de la Coupe d'Europe, oui. Avec Gaël Tsuloff, tu fais partie de ce renouveau du Chablais vaudois. Si on s'arrête vraiment sur le Chablais vaudois dans le ski alpin, tu sens qu'il y a une émulation là qui prend dans la région. Ouais, c'est clair. Après, moi, je viens de Villars et à Villars, on a la chance d'avoir Fanny qui est quand même Fanny Smith. Fanny Smith depuis des années, qui est la meilleure du monde dans son sport. Donc c'est vrai qu'à Villars, on a toujours avec des anciens skieurs, les Detwiller ou comme ça, c'est clair que ça a toujours été, le ski a toujours fait partie du village. Mais c'est clair que là, c'est cool avec Gaël. On a grandi ensemble depuis qu'on est tout petit à ski roman et tout ça. Donc qu'on soit encore les deux là, plus si on rajoute Alexis, c'est vrai qu'on est une bande de jeunes de la même année, de la même région, qui skient à haut niveau, c'est assez rare et c'est cool. Tu vois comment le futur de la région au niveau du ski alpin pour développer de jeunes talents, parce que depuis Catherine Borghi et ta sœur Charlotte, on n'a plus d'athlètes en Coupe du Monde. Oui, là, Gaël, lui de Châteaudet, je dirais, c'est un peu plus compliqué au point de vue piste d'entraînement. Mais comme il disait, Villars, il y a sur le ski cross, mais il y a toujours quand même une grande histoire dans le ski alpin. Et puis maintenant, les Diablerets, grâce aux Jeux Olympiques de la jeunesse, qui ont amené des infrastructures. Il y a une piste fantastique où tu parlais, beaucoup de Coupes d'Europe, de courses filles sont gagnées chaque année. Et je crois qu'il y a vraiment maintenant une possibilité d'entraînement. Et on voit, moi je vois au ski club Diableret beaucoup de jeunes. Le ski club a augmenté, il y a de plus en plus de monde et qui font des très bons résultats sur le plan national. Donc on verra dans quelques années. Bon, on se réjouit d'avoir de futurs jeunes skieurs romans et du Chablais vaudois. On va terminer, messieurs. On fouille toujours un peu les réseaux sociaux de nos invités. On va commencer par toi, Loïc. On a une petite photo. Le look surfer skater, tu nous le refais quand? Je crois que c'était pour le passé là. J'ai plus trop envie d'avoir ça, mais bon, faut expérimenter quand on est jeune. T'es un fan de surf, c'est juste, tu fais beaucoup de surf? Beaucoup, ça va, mais j'aime beaucoup, j'aime bien. Après, c'est clair que je suis pas très bon, mais j'adore. Je suis parti, quand j'étais aux États-Unis, j'étais quand même plus proche de l'Amérique centrale. Je suis allé au Guatemala, au Salvador, et là j'ai adoré. Ouais. Tu t'es éclaté. Ouais. Hugues, on a aussi également une petite photo pour toi, avec Tina. Oui, je l'ai cherché partout dans les magasins. Je voulais absolument ramener la mascotte à la maison. Celle-ci, tu ne pouvais pas la ramener. Mais celle-ci, j'ai pas pu la ramener. Par contre, j'ai pu finalement la trouver sur le site officiel avec livraison au mois de juillet. Alors c'était la folie. C'est fou. C'est incroyable. Rupture de stock de la mascotte de Là, Tina. ils se sont fait avoir. Ils n'ont pas pensé que ça aurait autant de succès. Hugues, c'était tes combienièmes Jeux Olympiques? Les 8e, si on compte en différentes. Si on compte, que ce soit en tant que coach. D'abord technicien, j'étais technicien. Après, j'avais fait 2 fois comme technicien, après comme coach, chef d'équipe, et puis maintenant consultant. c'était le 2e comme consultant. Ouais. Quels sont les plus beaux jeux que tu as vécu? Les plus beaux jeux que j'ai vécu. J'ai jamais eu assez de médailles pour. Non, plusieurs ont été intéressants. Je dirais 2002, quand on était à Salt Lake City. On est tombé sur George W. Bush qui devait faire la série, annoncer les jeux ouverts en sortant du stade, disons, parce qu'on se cachait pour sortir, parce qu'on avait un entraînement de descente le lendemain. On passe par un petit couloir, on tombe sur lui, c'était assez incroyable, alors que c'était juste après le 11 septembre, il y avait des trucs, il était protégé comme pas possible, et on tombe sur lui dans un petit couloir, comme ça, à discuter avec lui, c'était... T'as pu discuter, lui serrer la main? Les filles ont discuté, s'arrêtaient vers nous, parlaient, l'équipe canadienne de ski, super. C'était assez un moment très spécial. Sympathique. Ouais. Mais sinon, oui, j'irais... Sochi aussi, c'était quelque chose de très spécial. À ce moment-là, la Russie, on y allait volontiers, maintenant un peu moins, mais c'était vraiment... J'ai trouvé c'était des beaux jeux. J'ai pu défiler à Sochi avec l'équipe canadienne dans le stade. C'était des moments incroyables aussi. Loïc, on a une dernière question pour toi.
Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi la bêtise la plus folle que tu as fait pendant tes 3 années aux États-Unis? J'aimerais bien savoir ça. En attendant, moi je vais courir un petit peu et je t'attends ce soir à la maison pour le souper. Ciao ciao. Petit message de ta sœur, Charlotte. Ouais. Alors c'est une bonne question. La bêtise la plus folle. Franchement, j'ai été assez sage. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Peut-être une bêtise, conduire un peu trop vite et se faire arrêter par la police avec les feux bleus. Heureusement, ils m'ont laissé partir parce que ils ont vu que j'étais un étranger, puis du coup ils ont cru que j'étais en vacances. Donc j'ai pu partir. C'est peut-être la plus grosse bêtise, mais rien de fou. Il n'y avait pas eu des petits après-ski assez sympathiques, endiablés, non? Après-ski, c'est pas trop leur culture là-bas. Après, c'est clair que y a des soirées universitaires qui ont été très sympathiques, mais bon, je vais pas tout expliquer. Toi, un bon souvenir, Hugues? Un souvenir assez fou du Canada? Je dirais des États-Unis, puisque j'ai travaillé avec l'équipe américaine avant. On était à Madonna di Campillo pour les Coupes du Monde. Et puis, c'était quand Tomba courait encore. Et le matin, j'arrivais pas à arriver à la piste. Il y avait tellement de bouchons. J'ai dû laisser ma voiture au milieu de la route, dans la circulation, parce que je devais absolument aller au départ. Et quand je suis revenu 4 heures après, la circulation était toujours bloquée par ma voiture. Il y avait la police qui était là autour avec mitrailleuse et tout. J'ai cru qu'ils allaient Ils ont chargé ma voiture, ils m'ont chargé avec la voiture sur le camion. C'était un moment très très spécial. J'imagine. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait le trajet depuis le Chablais vaudois. Loïc, pour toi, ça va être les finales de Coupe d'Europe. Ça sera dans 3 semaines. Tu auras des courses FIS entre deux, c'est juste? Ouais, là j'ai une semaine d'entraînement physique, après des courses FIS et puis après les finales Coupe d'Europe. Et Hugues, on termine tranquillement la saison au Diableret? Oui, moi je suis à Glacier 3000, on a encore de la neige j'espère jusqu'au mois de mai. Un petit moment alors. Donc la saison n'est pas finie. Ouais. Chez vous, bien assis dans votre canapé sans être arrêté par les policiers, vous pouvez répondre à cette question et gagner de nombreux cadeaux. Qui c'est qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Vancouver? C'était en descente. Est-ce que c'est Pierre Mintzoubrigen? Est-ce que c'est Didier Defago? Ou est-ce Roland Colombin? Le QR code, vous l'avez, c'est affiché. Jouez rapidement. Et à vous tous, on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Wow, there's some women. Oh, there's some women. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valley. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.